Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux vous raconter la nuit qui a tout changé. La nuit où j'ai réalisé que le garçon que j'avais élevé pendant 18 ans n'était plus celui que je croyais connaître. On pense connaître son enfant. On pense pouvoir déchiffrer chaque regard, chaque silence, chaque petit mensonge. Mais il arrive parfois quelque chose qui nous amène à nous demander si on l'a jamais vraiment connu. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Il était juste mon fils jusqu'à cette nuit-là qui m'a révélé une facette de lui que je n'avais jamais vue. La soirée avait commencé comme toutes les autres. Dehors, qui a été il y avait cette fraîcheur automnale, celle qui nous pousse à fermer les fenêtres tout en laissant les rideaux ouverts pour regarder la pluie. Il était à l'étage, dans sa chambre, la musique jouant doucement sous le bourdonnement de la maison. Je préparais le dîner, à moitié écoutant les infos, à moitié pensant à la vitesse à laquelle le temps avait filé. Avant, il courait dans la cuisine, les genoux écorchés, en racontant ses aventures à l'école. Maintenant, il levait à peine les yeux de son téléphone. Je pensais que c'était juste une question de distance, typique de l'adolescence. Tous les parents passent par là, non? Mais cette nuit-là m'a prouvé que c'était autre chose, quelque chose que je n'avais absolument pas vu venir. Quand l'horloge a sonné 20 heures, je me souviens l'avoir appelé. Pas de réponse. Je suis montée à l'étage, mi-agacée, mi-inquiète. La porte de sa chambre était entr'ouverte, et à l'intérieur, la lumière de sa lampe de bureau vacillait. Il n'était pas là. Au début, j'ai pensé qu'il était peut-être sorti rejoindre un ami, mais j'ai ensuite remarqué son téléphone sur le lit, l'écran brillant d'un message non lu. Mon cœur a fait un bond. Ce n'était pas d'un ami, c'était d'un numéro inconnu. Juste quelques mots qui m'ont donné un frisson. C'est l'heure. C'est à ce moment-là que j'ai ressenti cette étrange sensation, ce froid, que quelque chose clochait. Les parents parlent d'instinct, mais jusqu'à ce moment-là, je n'avais jamais vraiment compris ce que cela signifiait. Je me suis précipitée dehors, appelant son nom dans la nuit, ma voix résonnant dans la rue déserte. Le seul bruit était le vent et l'aboiement lointain d'un chien. Et alors je l'ai vu, son vélo posé près du vieux chêne au coin de la rue. Une roue tournait lentement comme s'il était parti à la hâte. Que s'est-il passé ensuite? Je ne trouve toujours pas les mots justes. Cette nuit-là n'a pas seulement changé ma façon de voir mon fils, elle a changé ma façon de voir le monde. Toutes les vérités auxquelles je croyais ont commencé à s'effondrer, et j'ai commencé à me demander ce qu'il avait bien pu cacher d'autre. Croyez-moi, car ce que j'ai découvert ensuite m'a laissé paralysée par l'incrédulité. Ce n'est pas simplement l'histoire d'un parent et d'un enfant. C'est une bonne histoire de secrets, de choix, et du moment où l'on réalise que parfois, les personnes que l'on aime le plus sont celles que l'on connaît le moins. J'ai couru vers le chêne, le cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il allait me transpercer la poitrine. Les réverbères scintillent au-dessus de moi, projetant de longues ombres fines qui rendaient tout plus froid, plus vide. Son vélo était là, mais il n'y avait aucune trace de lui. J'ai crié son nom encore une fois, deux fois, mais la nuit a englouti ma voix. Mes mains tremblaient. Tandis que je me tenais là, dans la rue silencieuse, les souvenirs ont commencé à affluer. Des petites choses auxquelles je n'avais pas prêté attention avant. Les nuits tardives où il disait étudier mais fermait toujours sa porte à clé. Les appels téléphoniques étouffés qui s'arrêtaient quand j'entrais dans la pièce. Les jours où il semblait distrait, le regard absent, comme si ses pensées étaient ailleurs. Je me disais que ce n'était qu'une simple crise d'adolescence, qu'il avait besoin d'espace. Je ne voulais pas être indiscrète, mais maintenant, dans le noir, je réalisais que j'aurais peut-être dû poser plus de questions. Je suis rentrée chez moi, l'esprit en ébullition. Il était 20h45 et la maison était plus vide que jamais. Son sweat à capuche préféré était accroché près de l'escalier, celui que j'avais lavé le matin même. Je l'ai regardé et pendant une seconde, j'ai eu l'impression qu'il était encore là, juste à l'étage, comme si de rien n'était. Mais le silence était assourdissant, pesant. J'ai pris mes clés de voiture et j'ai fait le tour du quartier, vérifiant le parc, le vieux pont, même une épicerie de quartier. Partout, c'était différent, comme s'il s'était volatilisé. Et puis, quelque chose d'étrange s'est produit. Alors que je faisais demi-tour, mon téléphone a vibré. C'était son numéro.
Mes mains tremblaient tandis que je répondais, murmurant son nom, mais personne n'a répondu. Tout ce que j'entendais, c'était une respiration faible à l'autre bout du fil, lente et irrégulière, comme si quelqu'un essayait de ne pas se faire entendre. Je n'arrêtais pas de demander Où es-tu? S'il te plaît, dis-moi juste où tu es. Le silence s'étira jusqu'à ce qu'une voix, pas la sienne, chuchote enfin Ce n'est pas celui que tu crois. Puis la communication fut coupée. Je restais là, figée, le téléphone collé à mon oreille, refusant de croire ce que je venais d'entendre. Mon fils, pas celui que je croyais. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Je fixai la route sombre devant moi, sachant que je ne dormis pas cette nuit-là. Je n'y arrivais pas. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais sa chambre vide, ce message sur le téléphone, et j'entendais cette voix murmurer « Ce n'est pas celui que tu crois ». Assise près de la fenêtre, je regardais la pluie frapper la vitre, me demandant comment tout avait pu basculer si vite. Une partie de moi voulait croire que ce n'était qu'un malentendu, qu'il allait franchir la porte d'entrée à tout moment et se moquer de mon inquiétude. Mais une autre partie de moi, celle qui avait perçu la peur dans cette voix, savait la vérité. Au matin, j'ai décidé de retracer son parcours. J'ai commencé par les endroits qu'il fréquentait, le parc où il jouait au basket, la petite bibliothèque au bout de la rue, même l'arrêt de bus. Les gens le connaissaient là-bas. Tous le décrivaient de la même façon, poli, discret, toujours dans son coin. Mais un vieux commerçant a dit quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Il n'était pas seul hier, il m'a dit qu'il était accompagné de quelqu'un, un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Ils se sont disputés un peu, puis sont partis ensemble. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé pour la première fois que mon fils cachait peut-être plus que de simples secrets d'adolescent. À la maison, j'ai fouillé ses affaires, ses tiroirs, son sac à dos, même sous le lit. C'est là que j'ai trouvé un petit carnet caché derrière une pile de vêtements. À l'intérieur, il y avait des notes griffonnées, d'étranges dessins et des mots incompréhensibles. Des phrases comme Il nous surveille et ne fait confiance à personne. Mon cœur s'emballait à chaque page. Dans quel pétrin s'était-il fourré? Je voulais aller à la police, mais quelque chose m'en a empêché. Si quelqu'un n'avait appelé de son téléphone, peut-être qu'il nous surveillait. Peut-être qu'aller voir la mauvaise personne risquait d'empirer les choses. Pour la première fois de ma vie, je me sentais complètement impuissante. Cette nuit-là, la maison me paraissait plus lourde que jamais, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Assise dans le salon, le carnet à la main, je relisais chaque page encore et encore, cherchant désespérément quelque chose qui ait du sens. Sur une page, il y avait un petit plan dessiné, juste quelques lignes, le nom d'une rue que je reconnaissais et une marque près d'un vieil entrepôt à la périphérie de la ville. Mes mains tremblaient tandis que je le suivais du doigt. Ce n'était pas loin, je n'ai pas hésité une seconde. J'ai pris mon manteau, les clés de la voiture et j'ai pris la route. Les rues étaient désertes, éclairées seulement par la faible lueur des lampadaires. Plus je me rapprochais de l'entrepôt, plus il faisait froid. Mon cœur s'emballait à chaque virage. J'entendais sans cesse la voix de mon fils dans ma tête, son rire, la façon dont il m'appelait quand il avait besoin d'aide. Ce souvenir me faisait mal maintenant, comme quelque chose qui m'échappe. Quand j'ai enfin arrêté la voiture, l'entrepôt était plongé dans le silence et l'obscurité, les vitres brisées, l'air saturé de cette étrange odeur métallique qui suit la pluie. Je sors lentement, ma lampe torche fendant l'obscurité. Chaque bruit me fait sursauter, le crissement du vent, le frémissement de quelque chose d'invisible. Puis je le vois, son sac à dos. Il est posé près de la porte, à moitié recouvert de terre. Je tombe à genoux, la poitrine serrée, tandis que je tends la main vers lui. À l'intérieur, il y a quelques-unes de ses affaires, un carnet, une bouteille d'eau, une photo pliée de nous deux. Mes mains tremblent en le sortant. Et c'est alors que je l'entends, un faible son venant du fond de l'entrepôt. Un cri étouffé, je me fige. Mon cœur battait si fort que j'avais du mal à respirer. Je fais un pas en avant, murmurant son nom dans l'obscurité. Et puis quelque chose bouge. Le son se fit de nouveau entendre, plus fort cette fois et plus proche.
Je retins mon souffle, tous les muscles de mon corps tendus. Ma lampe torche vacilla tandis que j'avançais lentement, appelant à nouveau son nom, à peine plus fort qu'un chuchotement. L'écho de ma voix résonna contre les murs de béton froid, rendant difficile de déterminer d'où provenait réellement le son. Puis, du coin de l'œil, j'aperçus un mouvement, une ombre se glissant derrière l'un des piliers rouillés. Mon pouls s'accéléra. Je tournai la lumière dans cette direction, mais il n'y avait rien, juste de la poussière flottant dans le faisceau. Je fis un autre pas, et c'est alors que je le vis. Une porte au fond de la centre-pot, entr'ouverte, une faible lumière filtrant par l'entrebâillement. Je pouvais maintenant entendre quelque chose derrière, comme des voix étouffées. Je m'approchai, prenant soin de ne pas faire de bruit. Lorsque je poussai la porte, ce que je vis me figea. La pièce était petite, éclairée par une simple ampoule suspendue. Des papiers jonchaient le sol, des cartes, des photos, d'étranges notes punaisées au mur. Et au beau milieu de tout ça, une table avec des photos de mon fils. Des dizaines, à différents endroits, à différentes époques. Certaines prises à son insu. Mon cœur s'est serré. Qui l'observait et pourquoi? Puis j'ai entendu des pas derrière moi. Je me suis retournée rapidement, m'attendant à le voir, mais à la place, il y avait un homme debout dans l'ombre. Je ne distinguais pas son visage, mais il s'est approché. Je me suis retournée pour regarder et, quand je me suis retournée, l'homme avait disparu. L'air était plus froid maintenant, plus lourd, comme si les murs se refermaient sur moi. J'entendais quelque chose derrière cette deuxième porte, un son trop familier pour être ignoré. La voix de mon fils, faible, lointaine et effrayée. J'ai fait un pas dans sa direction, le cœur battant la chamade, sachant que ce qui se trouvait derrière cette porte allait tout changer. Mes mains tremblaient tandis que je cherchais la poignée de cette deuxième porte. Tous mes instincts me criaient de faire demi-tour, mais je ne pouvais pas. J'ai poussé la porte et la vision qui s'offrit à moi m'a coupé le souffle. Il était là, mon fils, assis par terre, les poignets liés, le visage pâle, mais les yeux grands ouverts. Quand il m'a vu, un seul mot lui a échappé, « Maman Isk ». J'ai couru vers lui, me suis agenouillée à côté de lui, tentant de dénouer les cordes. Mais avant que je puisse y parvenir, le même homme est réapparu surgissant de l'ombre. Seulement cette fois, j'ai enfin pu voir son visage. Il avait l'air plus âgé, fatigué, mais familier. Il y avait dans son regard quelque chose que je reconnaissais sans pouvoir le définir. « S'il vous plaît, ai-je dit, dites-moi simplement ce que c'est. Pourquoi faites-vous ça? » Il m'a regardé, puis mon fils, et a soupiré. « Tu ne comprends pas. Il a découvert des choses qu'il n'aurait pas dû savoir. Nous essayons de l'arrêter avant qu'il n'aggrave la situation. » Je me suis tournée vers mon fils, confuse et effrayée. De quoi parle-t-il? Il secoua la tête, les larmes coulant sur son visage. « Je tentais de te protéger, maman. Ils utilisaient ton nom, tes informations, tout. J'ai découvert que quelqu'un nous suivait. J'ai essayé de te prévenir, mais quand ils l'ont su, ils sont venus me chercher. » L'homme s'est écarté. Ils ont détaché mon fils et nous ont laissé sortir. Les gyrophares rouges et bleus éclairaient de son visage. Et pour la première fois depuis une éternité, il ressemblait de nouveau à mon garçon. Mais pendant que les policiers fouillaient le bâtiment, l'un d'eux est revenu avec quelque chose, une photo. Elle était vieille, décolorée, et ce n'était pas une photo de mon fils. C'était une photo de moi, debout devant notre maison, prise de loin. J'ai eu un frisson. J'ai regardé mon fils et il m'a regardé de la même façon, comme si nous réalisions tous les deux que ce n'était pas fini. Celui qui avait commencé tout ça savait encore où nous habitions. Le trajet du retour ce soir-là s'est fait dans le silence. Mon fils était assis à côté de moi, le regard perdu par la fenêtre, tandis que les lumières de la ville défilaient. Nous ne parlions presque pas. Ce n'était pas nécessaire. Trop de choses qui s'étaient passées en trop peu de temps. Je le regardais sans cesse, essayant de réaliser qu'il était vraiment là, vivant, sain et sauf, respirant à mes côtés. Mais cette photo me hantait. Quelqu'un l'avait prise à notre insu, quelqu'un nous observait depuis longtemps. En rentrant à la maison, l'atmosphère était différente. Le silence n'était plus paisible. Il était pesant, chargé de questions non dites. Je lui ai préparé du thé, comme je le faisais quand il était plus jeune. Pendant un instant, tout est redevenu normal. Il avait l'air fatigué, plus vieux,
comme s'il avait vu des choses qu'aucun jeune de son âge ne devrait voir. J'ai finalement posé la question que j'avais crainte de poser toute la nuit. Qui était-il? Il a pris une profonde inspiration avant de répondre. Je ne sais pas, maman, mais il ne m'en voulait pas. Il vous en voulait. Je crois que je me suis juste mise en travers de leur chemin. J'ai eu les mains glacées. Je voulais croire que ce n'était pas vrai, mais au fond de moi, je savais qu'il y avait des choses de mon passé dont je n'avais jamais parlé, des gens en qui j'avais autrefois confiance, des choix que j'avais enfouis. Peut-être que la vérité m'avait enfin rattrapée. Une semaine passa, la police dit qu'elle enquêtait toujours, mais l'entrepôt était vide à leur retour. Aucune empreinte digitale, aucun rapport, aucune trace de l'homme qui m'avait parlé ce soir-là. C'était comme s'il avait complètement disparu. La vie reprit lentement son cours, même si elle n'était plus la même. Nous étions tous les deux différents maintenant, peut-être plus forts, mais aussi plus prudents. Chaque ombre dehors, chaque coup à la porte nous faisait sursauter. Un soir, alors que je fermais la maison à clé, j'ai remarqué une enveloppe sur le pas de la porte. Pas de nom, pas d'adresse, juste une simple photographie à l'intérieur. C'était une photo de mon fils et moi assis à la table de la cuisine plus tôt dans la semaine, l'air me quittant les poumons. Au dos, en petits mots, 3 mots, astérisque, il a tenu sa promesse. Astérisque. J'ai regardé la rue silencieuse, la peur et le soulagement se mêlant en moi. Peut-être que certaines histoires ne finissent pas vraiment. Elles changent simplement de forme. Et cette nuit-là, j'ai compris une chose avec certitude. Parfois, les personnes que nous croyons nous protéger sont celles qui nous protègent depuis toujours.